Illuminati, la noblesse noire, Black Nobility. Deuxième partie. Les richesses de ces familles sont à l'abri dans les banques suisses, qui sont toutes contrôlées par des loges maçonniques. L'oligarchie du nord de l'Europe, Angleterre, Belgique, Scandinavie, Allemagne, Pays-Bas, est royale, celle du sud de l'Europe ne l'est pas. Mais les lignées du sud sont au moins aussi riches que celles de leurs cousins du nord. La Suisse est leur havre de paix commun. La neutralité de la Suisse a été garantie par les Jésuites, qui y ont établi un séminaire à Lucerne. En 1815, les Jésuites, avec leur ramification maçonnique, ont organisé le congrès de Vienne, aidés par les grandes maisons royales d'Europe. Le 20 et le 29 mars 1815, deux lois ont été adoptées, qui prolongent et garantissent la neutralité de la Suisse. La raison de cette neutralité, nous la trouvons dans le fait que l'argent de ces familles, toutes liées aux revenus des guerres et des trafics, devait pouvoir être déposé en lieu sûr, indépendant des disputes internes et des successions diverses. C'est aussi la raison principale pour laquelle la Suisse a toujours été épargnée par les guerres. Jean Ziegler, professeur de sociologie à Genève et député social-démocrate, s'est battu durant des années contre les banques de la Bahnhofstrasse à Zurich. Il a écrit un livre, La Suisse lave plus blanc, en 1990, où il dénonce son pays comme étant la plaque tournante du blanchiment de l'argent international. Il accuse les banques suisses de trafic de drogue à grande échelle, de trafic d'armes, de collaboration avec les dictateurs du tiers-monde qui déposent leurs milliards dans le bancaire suisse. Il raconte, les banques suisses pensent ne pas être responsables, l'argent vient à elles tout seul. Malgré tout, elles sont liées à ces gens-là, car elles organisent elles-mêmes les transferts. On peut facilement vérifier les arguments de Ziegler. Ce qui lui rend la vie dangereuse, c'est qu'il donne des noms. L'oligarchie bancaire suisse a engagé les meilleurs avocats pour le faire taire. Au milieu des années 80, l'Italie a traversé une grave crise financière. Le gouvernement avait décidé d'interdire toute exportation de devises italiennes. Chaque voiture était fouillée à la frontière, les aéroports surveillés. Le gouvernement italien pensait ainsi mettre un frein à la spéculation incontrôlée qui faisait chuter la monnaie. Mais ce fut une erreur. La noblesse noire ignora les contrôles de police et de douane et les billets quittaient le pays, cachés dans des camions. Pour la noblesse noire, il n'existe pas de loi. Celles-ci ne sont faites que pour le peuple. En Suisse, c'est la même chose. La noblesse noire dispose de ses propres services secrets. Il ne s'agit pas d'organisations comme Interpol, qui est le domaine réservé d'un certain David Rockefeller. C'est un réseau de tueurs, qui d'après John Coleman, ancien agent du MI6, est financé par les Turnum Taxi, à l'origine de la famille vénitienne d'Oretasso. Comme nous l'avons déjà précisé, la noblesse noire est plus impliquée que jamais dans la finance internationale. On estime à plus de 300 milliards de dollars les revenus du marché de la drogue qui atterrissent en Suisse. Les jésuites et la loge P2 y jouent un rôle important, soutenus par un des syndicats du crime les plus riches et les plus établis du monde, le Vatican. Un autre exemple marquant de la noblesse noire est la principauté de Monaco et sa famille, les Grimaldi, une antique famille génoise. C'est un paradis de l'oligarchie. Le fondement de la principauté est la Société des Bains de Mer, créée au début du siècle. Elle contrôle tout ce qui se fait dans la principauté. Édouard Blanc, un cousin du prince Régnier, l'a fondé. Il a été intégré à la famille de Régnier par alliance. Les Turnum Taxi ont une influence déterminante dans la principauté, ainsi que les familles du prince Trubetskoy et les Portanova, issus de l'oligarchie vénitienne. Le prince héritier Alexandre de Yougoslavie a été déposé par Fitzroy Maclan, pour qu'il puisse travailler pour le compte des services secrets britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son frère, le prince Androge, dirige l'ordre de Saint-Jean, qui dépend de la noblesse noire, et qui sert de relais pour les services britanniques dans le monde entier. Constantin de Grèce est un autre exemple. Il est très lié aux maisons royales britanniques et danoises. L'Européen a soutenu le putsch des colonels en 1967. Mais suite à des différends, il a été démis en 1973.
Il y a le prince de Wellenburtsheim, grand propriétaire foncier en Allemagne, ses origines remontent à la noblesse noire de Venise. Ce défenseur du nouvel ordre mondial, CFR, TC, Bilderberg, etc., a soutenu publiquement le rapport Global 2000. C'est un des plus grands ennemis de l'industrie allemande. Il vit principalement de rentes foncières et s'enrichit en permanence. Il est compréhensible que la noblesse noire ne veuille rien changer à sa façon de vivre. Tout ce qui s'y oppose est combattu avec férocité. Ne croyez cependant pas que l'influence de la noblesse noire se restreinte au domaine de la finance. La famille des Braganza, qui a ses racines à Venise, a été impliquée dans la déstabilisation de la Pologne, comme les jésuites, par le cardinal Hoffner et Monseigneur Hux. Leur intérêt était de détruire l'État polonais, un État national et souverain. C'est ce qu'ils essaient de faire à l'heure actuelle en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les Habsbourg veulent une Pologne, Autriche et Hongrie réunifiées, une Europe unifiée même, et les Soviétiques leur ont promis leur soutien. John Coleman nous dit que les Turn un taxi font partie du complot solidaire pour faire chuter le gouvernement polonais et le remplacer par un homme de paille de Moscou. Nous savons qui dirigeait de fait l'Union soviétique à cette époque, et qui continue d'ailleurs à le faire. D'après Coleman, les Wittelsbach et le Wittgenstein ont participé également à l'opération polonaise. Toutes ces familles ont leurs racines à Venise, dans la noblesse noire. Le rôle des jésuites dans cette affaire n'est pas très clair. Ils avaient un contact étroit avec le KGB, jusqu'à ce que Jaruzelski décide d'éloigner Gagna, leur agent de liaison. Nous allons vous parler maintenant de quelqu'un que vous connaissez bien à travers ses films et sa personnalité, il s'agit d'Alfred Hitchcock. Hitchcock a été éduqué chez les jésuites. Il a travaillé longtemps pour les services secrets britanniques. On l'a utilisé pour laver le cerveau des gens à travers l'industrie du cinéma. En parlant de lui-même, Hitchcock dit « Je sens qu'il est très agréable d'utiliser les artifices du cinéma pour remuer les émotions des spectateurs. J'ai fréquenté une école de jésuites à Londres. C'est sans doute à cette époque que j'ai développé ce sens aigu de l'angoisse. » Spellbound est le premier de ces films qui traitait d'un sujet satanique, ce qui ne pouvait que plaire à la noblesse noire et aux Illuminati, un moyen de confronter les masses au sentiment de l'angoisse. Tout film d'horreur laisse des traces dans l'inconscient du spectateur et dans son aura. Les buts de la noblesse noire sont bien définis. Ils prônent un retour vers l'âge de pierre, vers des lois moyenâgeuses quand leur famille régnait sur le monde. Ils encouragent fortement les mesures de réduction de la population du globe pour avoir moins besoin d'industrie, de technologie et continuer à vivre de leur rente foncière. La technologie moderne donne plus de pouvoir aux citoyens, sans parler des machines à énergie libre et autres soucoupes volantes à énergie antigravitationnelle. La noblesse noire appartient au cercle fermé des Illuminati. Elle a créé le comité des 300, qui a donné le jour au CFR, à la commission trilatérale, au Bilderberg, à l'ONU. Ces familles font partie de toutes les loges secrètes de la planète. Elles les dirigent et elles sont en contact avec des extraterrestres négatifs qui les soutiennent depuis des siècles. Leurs membres aiment à se donner le nom de Cobra couronné d'Europe. Cela ne vous rappelle-t-il pas la fraternité du serpent,